Comme je le répète à longueur de vidéo, la correction est le troisième point sans doute le plus important. Donc, je vais contribuer par cette vidéo à répondre à des questions que vous me posez, qui sont bien sûr générales, mais qui vont répondre à une problématique que vous rencontrez tous dans votre pratique. N'oubliez pas à la fin, si vous avez apprécié cette vidéo, de liker, partager, cliquez sur la cloche et bien sûr, vous pouvez m'envoyer des messages, je serai heureux de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de me poser des questions. C'est important, comme ça je peux continuer à vous aider. Alors attaquons directement les questions. La première est d'Edith. Edith me demande, il est difficile de s'y mettre. J'ai du mal à ne pas procrastiner. C'est vrai, c'est un des problèmes de notre société. La procrastination. C'est-à-dire qu'on a envie de peindre, mais on ne peint pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ça à faire, autre chose à faire. On se disperse, etc. Eh bien, la réponse, Edith, est assez simple. C'est-à-dire que ça ne peut être qu'un travail de sa propre conscience. On ne peut pas, comme ça, dire, est-ce qu'il y a un truc pour avoir envie? Non, premièrement, il faut avoir envie, bien entendu. Il faut s'interroger. Tout le monde n'est pas d'ailleurs hyper motivé. Hein. Donc, dans ce cas-là, il faut savoir quelle est votre véritable motivation. Ça, c'est très important. Ensuite, effectivement, il y a plutôt un contexte qui fait qu'on ne procrastine pas. Par exemple, c'est le fait de faire des choses simples. Par exemple, si vous faites du pastel, faites du pastel. Faites un sujet simple, et puis vous montez en puissance. C'est-à-dire que le résultat, des petits résultats, même des fois au début, vont vous motiver pour aller plus loin. Ce qui fait qu'on procrastine, c'est par exemple quand on se dit « je veux peindre quelque chose, un tableau immense, de 1,50 m sur 2 mètres, et puis je veux faire des personnages, etc. » C'est-à-dire que l'ensemble des difficultés vous paraît tellement énorme que vous bloquez sur l'obstacle. Ça, c'est le vrai problème. Faites des petites choses simples et réussies. À ce moment-là, vous allez créer une espèce d'envie. Et puis, on dit aussi qu'au bout de 21 jours de pratique simple, même si vous passez une demi-heure, 1 heure par jour, au bout de 21 jours, ça devient une habitude. Et à ce moment-là, ce qui était auparavant une espèce... Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse de la peinture. Ah, c'est vrai, il faut que je mette dans mon atelier. Eh bien, ça devient, pas une routine, parce que je n'aime pas ce mot-là, mais ça se met en place. Voilà. Alors, sobre, pas des trucs trop compliqués, et puis le plaisir de réussir des choses. Et le reste vient de surcroît. Alors, Fabien me dit... lorsque l'on fait, est-ce que l'on peut faire des dessins préparatoires directement sur la toile? Et avec quel crayon? Parce qu'il craint qu'en dessinant sur la toile directement, par exemple avec du noir, la peinture à l'huile devient transparente au bout d'un certain temps, un petit peu en tout cas, et le dessin réapparaît. Alors c'est pas faux. Mais je dirais, il faut simplement du bon sens. D'abord, faire le dessin préparatoire sur la toile, si c'est un travail créatif, je le conseille de faire sur la fameuse carte postale, c'est-à-dire sur une feuille à part, où vous gérez l'ensemble de la composition, du choix des couleurs, etc., sur un petit crowbar en fait. C'est un travail préparatoire. Si c'est pour la réalisation, après avoir accompli, on va dire, ce travail créatif, si vous voulez transposer sur une toile donc ce que vous avez préparé, à ce moment-là, c'est simple. Ne prenez pas un noir vif, pas noir vif, un noir très très foncé et avec des traits qui font 1,5 centimètre. Prenez un crayon prendre un crayon de papier, c'est très bien. Parce qu'il est gris, il n'est pas noir, et puis il est fin. Alors, bien sûr, ce sera différent si vous peignez au couteau. C'est pas un problème de faire des traits très larges. Dessiner même au marqueur, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà montré. Pourquoi? Parce que la peinture au couteau, même si exactement comme le dit Fabien, au bout d'un certain temps, la couleur devient un peu transparente, eh bien, c'est pas grave dans le sens où l'épaisseur du couteau va faire que ça va recouvrir facilement.
évidemment, voilà, c'est simplement du bon sens. Alors, à la question, j'utilise parfois du fusain pour faire ça. Mais attention, le fusain, il faut enlever le surplus de poudre parce que sinon le gris va complètement se mélanger avec les couleurs et puis ça peut être vraiment très sale. Donc, faut dessiner au fusain et tapoter doucement pour qu'il ne reste plus que ce qui s'incruste sur la toile. Très important, parce que sinon vous allez à une piscine de grisaille. Je dessine au crayon de papier aussi, mais ça dépend si je fais un travail au glacis avec des travaux minutieux. Dans ce cas, effectivement, je travaillerai un peu au crayon de papier. Il m'arrive, vous voyez, il y a plusieurs formules. Ce qu'il faut surtout, c'est-à-dire c'est ma formule générale, c'est d'être mesuré, d'être sobre, en fait. Pas de noir, pas de très large, pas de noir trop foncé, etc. Et puis, voilà, et après vous bidouillez. Et ce qui va être bon pour vous va être mauvais pour un autre aussi. Attention, il n'y a pas de règle générale. Mais pour le standard, c'est crayon de papier, et puis éventuellement fusain, avec la précaution que j'ai indiquée. Alors Monique me dit, vous travaillez un peu sur tablette. Effectivement, je travaille un peu avec tablette. Alors, elle me dit, mais est-ce que c'est pas contradictoire avec l'improvisation et le côté artistique, on va dire, le côté spontané, le côté sensible? Eh bien, c'est une excellente question parce qu'il y a un réel conflit qui va arriver entre le monde de l'image artificielle et technique et l'image, justement, sensible, intérieure, qui nous concerne tous dans la démarche artistique. Ça, c'est vachement important. Alors, je dirais, il faut, à mon avis, ne pas être trop sectaire, c'est-à-dire que il y a ceux qui sont tout technologiques, et à mon avis, c'est une erreur, et il y a ceux qui refusent la technologie. C'est quand même une aide précieuse. Regardez, là, qu'est-ce que je fais? Je suis avec une caméra, et j'essaie de transmettre des choses avec grand plaisir, avec cette caméra extraordinaire, avec Internet, etc. Donc, quelle est la part des choses qui fait que, par exemple, travailler sur une tablette est un formidable, une grosse avancée, ou au contraire, est-ce que c'est un terrible recul? Voilà, donc toute la question est là. Je n'ai pas de réponse définitive, ça dépend aussi vous. Si vous êtes des geeks passionnés par l'informatique, bah, vous aurez plus facile à le faire. Je n'ai pas de religion à ce niveau-là. Simplement, je dis toujours pareil, soyez prudents. Ne restez pas dans l'art, comme au 19e siècle, à mon avis, utilisez la technologie, mais comme un outil. Ça ne doit pas être c'est un outil qui complète, qui vous aide, mais qui ne doit pas remplacer, tout simplement. Voilà. Mais par exemple, pour revenir à la question donc, de Monique, non, ce n'est pas contradictoire pour moi parce que quand j'ai déjà fait le tableau, vous avez vu sans doute les dernières vidéos que j'ai faites à ce sujet, eh bien, quand j'ai fait le tableau, c'est intéressant de se dire, ah là, je vais faire plus foncé, là, je vais faire plus clair. Ça permet de réfléchir parce qu'on peut éliminer aussi. Donc, ça permet de visualiser des modifications de couleurs, des choix d'élimination d'espace, etc. Et c'est quand même une aide précieuse parce que c'est du visuel. Et ensuite, de nouveau, on peut, à partir de la nouvelle donnée, des travaux qu'on a accomplis avec la tablette, eh bien, on peut se dire, voilà, bah, ça je vais le prendre, ça non, ça oui, ça non, ça je vais le faire un peu, bah, moins fort que ça, etc. Donc c'est quand même une aide très utile, mais qui ne nuit pas à la créativité, je dirais même au contraire. Voilà. Donc après c'est chacun pour soi, mais voilà, c'est une question importante parce qu'elle se pose à chaque instant, bien sûr. Mouette me demande alors, quelle couleur vous utilisez dans tel cas, pour tel tableau, etc. Alors, ça je répète encore une fois. C'est une chose que je n'aime pas faire, c'est de donner des catalogues. Alors, pour faire le ciel, prenez un bleu de cobalt, un tel, et puis mélangez-le avec 22% de blanc de titane, puis mélangez, etc. Puis faire une espèce de... En fait, c'est faire comme un canevas, c'est-à-dire... c'est quelque chose que je n'aime pas. Pourquoi? Parce que la couleur ne peut pas être faite comme ça.
Sinon, vous allez régresser. C'est comme si vous voulez apprendre à nager, tenir le bord de la piscine, le fameux exemple que je donne à longueur de vidéo. La couleur, il faut comprendre comment elle fonctionne, entrer dans sa vie et apprendre à l'utiliser avec sa propre énergie, sa propre sensibilité. Ça ne peut pas se donner par numéro. Alors, numéro un tel, alors si c'est pour le pastel, numéro 128 de chez Giraud, numéro 223 de chez... Comprenez? Ça, c'est une approche scolaire qui ne fonctionne pas. Les couleurs, je ne les donne jamais parce que vous les voyez. Par exemple, vous dites, voilà, par exemple, ça, je vais prendre, tiens, ce crayon, je veux dire, ça, c'est un vert. Est-ce que c'est un vert bleu ou un vert vert? Est-ce que c'est un vert foncé ou un vert clair? Alors déjà, il faut les classer par ombre et lumière, clair-obscur. Eh ben, on va dire c'est un vert moyen. Il est pas clair, il n'est pas foncé, mais il est moyen, assez clair. Ensuite, deuxième élément, alors dans ce cas, vous le prenez même en photo en noir et blanc, si vous voulez savoir quel est son degré de valeur de gris. Ensuite, vous dites, est-ce que c'est vif ou pas vif? Bon, c'est plutôt vif, mais assez vif, mais pas complètement vif. Alors faites-vous des échelles entre 0 et 10, mais développez cette logique d'adaptation permanente entre 0 blanc, 10 égale noir, pour dire dans quelle valeur c'est. Alors déjà, déterminez la valeur des couleurs. Ensuite, deuxièmement, est-ce que c'est un vert ou un rouge? Bon, c'est un vert. Et puis ensuite, dans les verts, est-ce que c'est un vif ou est-ce que c'est un doux, couleur pastel justement. Ensuite, on peut se dire, est-ce que c'est plutôt un vert chaud ou un vert froid? C'est-à-dire, est-ce que c'est un vert qui tend vers le bleu ou un vert qui tend vers le jaune? Bon, là, il est un petit peu entre les deux, on va dire. D'accord? Il faut apprendre à déterminer dans toutes les couleurs sa valeur de gris, sa nature, donc vert, etc. Puis ensuite, la nature subtile, c'est chaud, clair, etc. Et puis ensuite, son degré de mélanger, s'il y a beaucoup de blanc dedans, ou beaucoup de noir dedans, ou si c'est une couleur vive. Voilà. Donc c'est ces caractéristiques que vous devez trouver par vous-même. Il faut s'entraîner, et vous avez toute la journée pour vous entraîner. Quand vous promenez, vous regardez le ciel. Waouh, le ciel, est-ce que c'est un bleu plutôt gris, plutôt laiteux, ou est-ce qu'il est vif? Des fois, on a des ciels qui sont outre-mer, carrément. Hein, j'ai déjà vu ça. Ou alors bleu de cobalt, ou alors bleu roi. Etc. Donc il faut arriver à percevoir ça. Il n'y a aucune autre méthode pour trouver les couleurs. Ensuite, quand vous me voyez par exemple faire un tableau, vous devez apprendre à repérer les couleurs. C'est un exercice que je vous donne, bande de petits paresseux. Non, je plaisante, mais c'est vrai, on a souvent une certaine paresse parce que ça demande de l'attention. Et c'est cette quantité d'attention que vous donnez qui va faire que vous allez comprendre et que ça va marcher. Et que vous allez créer les organes qui sont à votre disposition, les utiliser efficacement. Et ensuite, ça va devenir une formalité. Un Marco me demande, faut-il la même couleur pour le glacis et pour la couche du dessous? Eh bien non, bien entendu. Les glacis, je vous renvoie à des vidéos, alors vous tapez Sylvain Loisan, glacis, etc. Sur ma chaîne, et YouTube, et vous trouverez évidemment plusieurs vidéos sur les médiums, sur les glacis, etc. En fait, je répète, le glacis on peut très bien prendre la même couleur en couleur transparente, qui va donc intensifier la couleur du dessous et donner l'effet caillou mouillé. Vous savez, un caillou sec, vous le plongez dans l'eau, il a une autre couleur. Ou alors, vous pouvez prendre carrément une couleur complémentaire, sachant que, évidemment, la couleur complémentaire, par exemple un vert transparent qui va aller sur un rouge, ça va vous donner une espèce de gris bizarroïde. Hein. Faites attention, c'est risqué de faire ça. Donc, il faut toujours pareil, du bon sens, des glacis fins. Ne mettez pas un vert transparent sur du rouge, mais vous pouvez mettre des petites variantes. Vous pouvez mettre des couleurs légèrement transparentes, enfin transparentes, mais avec des tons pas complètement écartés. Par exemple, si vous mettez un glacis de rose madère par exemple sur un rouge, vous allez faire une très légère nuance. C'est pas tout à fait la même couleur. Vous pouvez mettre du jaune, un jaune transparent sur du rouge, vous allez le rendre légèrement, enfin orangé. Évidemment, si le glacis est épais, l'orangé va devenir plus orangé. Si vous mettez un glacis très fin, évidemment, la couleur du fond va être hyper dominante.
En fait, il faut savoir que les glacis ne font que légèrement modifier la couleur du dessous. Simplement, il faut éviter la couleur qui tue, quoi. Exemple, du début, le vert, voilà, tout simplement. Toujours pareil, développer du bon sens. Voilà. Quand vous faites un glacis, laissez sécher la couche du dessous pour ne pas la décoller. Prenez une couleur qui va vous orienter légèrement, etc. Et les glacis, ça peut servir pendant le travail du tableau, en cours d'exécution ou alors à la fin. Il y a plein de nuances. Je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai faites. Mais à la réponse, oui, on peut utiliser des couleurs différentes de la couleur du dessous. Alors Philippe me demande, par exemple pour la peinture à l'huile, est-ce qu'on peut faire plusieurs techniques, peinture à l'huile au pinceau, au couteau, etc., peinture classique, puis un travail au couteau? Eh bien, chacun fait comme il peut, mais ça c'est très important, on revient toujours au bon sens. Premièrement, est-ce que vous travaillez 20 heures par semaine ou 2 heures par semaine? C'est pas pareil. Si vous travaillez 20 heures par semaine, vous pouvez consacrer 15 heures à une technique unique et 5 heures à faire des variantes. Un coup de coude, un petit tableau, une petite étude au couteau, une petite étude à un truc que vous ne faites pas d'habitude. D'accord? Mais si vous peignez 2 heures par semaine, faites qu'une seule chose. Voilà, c'est toujours pareil. Souvent, on cherche des réponses sophistiquées, il faut faire ci, faire ça. Le bon sens est votre meilleur atout. N'oubliez pas, voilà la réponse que je donne. Alors, question sur le pastel. Je propose toujours d'utiliser le pastel mat. Alors Frédéric me dit, voilà, j'utilise le pastel mat. C'est vrai que le pastel mat permet d'accumuler beaucoup de poudre, de couches de pastel, bien que ce papier paraisse très doux, hein, presque comme une peau. Mais en fait, curieusement, on peut mettre vachement de poudre, c'est très adhésif, c'est formidable. Moi, j'aime beaucoup ce papier pour cette raison. Et alors, il me dit, mais l'ennui, c'est que si on veut, par exemple, créer une surface unie dessus, ça fait tout de suite sale. Effectivement, ça fait sale si on ne met pas beaucoup de poudre. Si on veut, par exemple, faire une surface unie de pastel sur du pastel mat, il faut mettre pas mal de poudre, parce que sinon, le papier est tellement adhésif que vous mettez de la poudre et puis ça vous fait des traces juste aux endroits où vous en avez mis, et ça s'incruste. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de poudre pour que la poudre recouvre. Voilà. Mais si vous faites ça, l'inconvénient, c'est que vous aurez plus de mal quand même, malgré l'adhésif, l'adhésion du papier, à remettre des couches supplémentaires. Alors Jean-Camille me pose une question sur le médium. Il me dit, mais le médium, qu'est-ce qu'il faut du 50, 50, 20, 80? Alors il y a une grosse confusion souvent là-dessus. C'est assez marrant parce que c'est un peu comme la règle de 3. C'est des choses très simples et qui sont l'occasion de panique incroyable. Le médium, les glacis. Non. Simplement, c'est simple. L'idée, c'est gras sur maigre. Donc, les premières couches de médium que l'on ajoute à la peinture doivent être plus maigres que celles de la fin. Alors, à la limite, peu importe. On peut commencer très maigre et terminer très gras. Ou, ce que je préconise toujours dans mon bon sens, je commence par exemple plutôt maigre et puis je termine plutôt gras. Hein, c'est-à-dire que ça évite les catastrophes et puis ça lisse un petit peu. Alors, en général, prenons, si je veux faire un médium au début, il y a 20% de médium qui sort du tube ou de la bouteille et 80% d'essence térébenthine ou de white spirit. Et à la fin de la dernière couche de médium de travail que j'utilise, ça va être par exemple 50% de médium pur plus 50% d'essence de térébenthine. Sachant que, par exemple, c'est là où il y a ici une confusion. On parle de médium, c'est le médium qu'on va acheter chez le marchand. C'est une bouteille avec du médium à 100%. Mais quand on travaille, on le mélange, on l'appelle aussi médium. Donc je vais l'appeler médium de travail et médium pur du marchand. D'accord? Celui dont je parle, celui qui vous intéresse, c'est le médium de travail. Donc c'est médium pur du marchand, parce qu'on est obligé de l'appeler comme ça, parce qu'il s'appelle comme ça. Plus de l'essence que je mets à plusieurs étapes. D'abord, gras sur maigre. D'accord? Donc les premières couches maigres, etc. Si vous faites ça, vous ne risquez rien. Et vous montez progressivement. Éventuellement, si vous mettez 5 couches, vous mettez
20, 80, 30, 70, 40, etc. jusqu'à 50-50. En général, je ne vais pas plus loin que 50-50 ou un petit peu éventuellement pour les derniers glacis. Voilà. C'est tout simple. Ensuite, à cela s'ajoute l'autre donnée, c'est que le médium doit être mélangé avec la peinture. Il ne faut pas mettre non plus trop de médium par rapport à la peinture. Un peu, voilà, je dirais, c'est comme quand vous faites une colle, il faut mettre du sable et pour faire un béton, par exemple, il faut mettre du sable et de la colle. Eh bien, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Si vous mettez que de la colle, du ciment, eh bien, vous allez votre mur ne tiendra pas. Si vous mettez que du sable, ça ne tiendra pas. C'est l'équilibre entre les deux qui compte. Donc, il faut plus de peinture que de médium, bien entendu. Okay. Puis il y a d'autres données, mais je ne peux pas les donner là. Simplement pour vous répondre, c'est que je vous renvoie d'ailleurs, j'ai de très nombreuses vidéos à ce sujet. J'en ai 3 ou 4 qui parlent du médium. Vous tapez dans ma chaîne YouTube, Sylvain Loisan, médium, et vous trouverez tout seul. Alors, Myriam critique ma position, bien sûr elle a le droit, je trouve ça très intéressant, sur la culture. J'ai dit que trop de culture nuit à la compréhension de la peinture. Et elle me dit, mais non, trop de culture ne nuit jamais. Ça dépend ce qu'on entend par là. C'est-à-dire que chacun fait d'abord comme il veut, hein, pour commencer. C'est-à-dire que la culture, ça peut être une somme d'informations intellectuelles qui s'accumulent dans notre tête. Alors on peut lire d'innombrables encyclopédies de la peinture, et effectivement on peut très bien avoir une vision encyclopédique de la peinture, mais si vous êtes pratiquant, c'est différent. Si c'est votre plaisir d'être une encyclopédie de peinture, pourquoi pas. Mais quand vous êtes pratiquant, vous agissez autrement. C'est vrai que les données culturelles sont extrêmement utiles. Évidemment, on est les enfants de Van Gogh, de Picasso, moi par exemple. Mais enfin, de Léonard de Vinci, on a une culture qui est liée à notre histoire, bien entendu. Et c'est extrêmement utile. Mais par contre, est-ce qu'il est utile de savoir que, je sais pas, j'ai vu des gens qui connaissent des anecdotes sur le pinceau qu'a utilisé Léonard de Vinci dans son château, qu'il a montré à François Ier. D'accord, culture et culture. C'est-à-dire après, il y a une culture de l'hyper-détail qui tourne à la folie, et puis il y a celle qui est vraiment utile. Donc concentrez-vous sur les 10% opérationnels et utiles. Voilà ma position. Quand je dis trop de culture, c'est les gens qui se dispersent dans un sac à dos de 50-60 kilos que si vous voulez marcher, vous ne pourrez pas marcher qu'un sac de 50 kilos. Voilà, vous ferez 2 mètres, c'est tout maxi. Voilà, donc c'est pour cette raison que la culture est dangereuse, parce qu'elle peut devenir un frein considérable, voire même un blocage total, quand elle est excessive, parce qu'elle remplace l'autre énergie, celle de la pratique, qui fait que si vous n'êtes pas... qu'est-ce qui se passe dans la pratique ? Il y a bien sûr les savoir-faire que vous apprenez d'autres, qui revient un peu à la culture, mais surtout le ressenti, votre main, votre dextérité, les expériences que vous-même vous avez fait, votre âme intérieure d'artiste va être nourrie de toute une expérience qui devient non pas la culture, mais votre culture. Et à cela s'ajoute bien sûr la capacité à percevoir, à ressentir, qui est ici et maintenant. Donc, si vous voulez, l'excès de culture extérieure nuit à votre culture à vous, parce qu'elle va la remplacer. Et troisièmement, va nuire à votre capacité de percevoir, parce que vous serez toujours dans des logiques de référents extérieurs historiques. Voilà, c'est ma position, je la partage. Mais enfin bon, voilà, c'est plutôt un point de vue que j'ai un peu expérimenté quand même. Et voilà, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Nous voilà à la fin. J'espère que cette formule de foire aux questions répond à un certain nombre de vos questions. Évidemment, chacune des questions concerne beaucoup de personnes, évidemment, qui sont en apprentissage de la peinture. Ces foires aux questions sont accompagnées, vous l'avez vu sans doute déjà, par des vidéos spécialement consacrées aux corrections de certains tableaux.
Je vais d'ailleurs par ailleurs, dans le cadre des formations, faire un réservoir important de correction dans lequel vous pourrez piocher si ça vous intéresse. Donc c'est aussi une manière d'être plus correction, justement. Et en plus de cela, il y aura tout un travail de coaching. D'ailleurs, si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit mot. Les personnes qui me demandent si je fais des stages, etc., ben, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous répondrai. Enfin, je vous dirai quand je fais des stages, etc. Bon, ça, c'est une autre formule. Voilà. Et puis, en attendant, ben, n'oubliez pas, si ça vous a plu, de lever le pouce bleu, d'appuyer sur la cloche, etc. Et surtout, de vous abonner. Et si vous voulez accéder à des formations gratuites, il y a un lien en dessous qui vous permet d'accéder à plusieurs heures de formation gratuite. Voilà, à bientôt.